Alors, je pense que pour combattre le racisme en ligne, il faut d'abord le combattre dans nos espaces privés, dans les espaces où on se trouve aussi publiquement, donc un peu partout, quoi. Avant de se dire qu'on va se focusser sur l'Internet, on devrait être un agent de changement ou une agent de changement partout où on se trouve, parce qu'en tant que femme noire, le racisme, je ne le retrouve pas qu'en ligne, je le vis quotidiennement partout. Le racisme est systémique. Donc, je pense que pour le combattre, il faut amplifier les voix des personnes qui le vivent. Et si on ne fait pas partie de ces groupes, il faut être un allié. Il faut être ouvert aussi lorsque ces personnes-là nous invitent à changer de perspective et à poser des gestes vers le changement et l'ouverture. Alors la première chose déjà, c'est que les utilisateurs doivent savoir qu'est-ce qu'un acténeur en ligne en fait. Souvent on a une méconnaissance de où se situe un petit peu la frontière dans tout un tas de choses qu'on voit passer sur Internet, entre ce qui peut être parfois de l'humour et ce qui va tout d'un coup être plutôt un discours haineux, un contenu haineux qui va cibler une communauté ou un groupe. Donc la première chose, c'est déjà que les utilisateurs soient capables de s'éduquer sur qu'est-ce que c'est un acte haineux en ligne et puis à quoi ça correspond. La deuxième chose, c'est comment ils peuvent réagir après à ce type d'acte haineux. Puis là, il y a différentes façons de faire. Une des premières façons de faire, ça va être de rapporter auprès des plateformes, notamment des plateformes de médias sociaux, Facebook, Twitter, ce type de contenu. Quand on va sur Facebook, quand on va sur Twitter, il y a des endroits pour rapporter justement les contenus qui sont des contenus haineux. Et je pense qu'il faut le faire. Il ne faut pas se contenter de le voir passer, il faut vraiment faire le geste d'aller plus loin et puis de le rapporter. Et il y a une autre façon aussi, c'est d'engager le dialogue, d'engager la discussion avec les gens qui publient ce type de contenu. Parfois, ça peut être quelqu'un qu'on connaît, ça peut être quelqu'un de notre famille, de notre cercle social, qui va publier ce type de contenu. Plutôt que de le laisser faire, essayons d'engager la discussion, puis d'essayer de déconstruire un petit peu pourquoi cette personne fait ça. Alors que sur le web, dans les médias sociaux en particulier, on va avoir des communautés, des groupes par exemple, qui vont partager les mêmes idées, parce que c'est des communautés virtuelles. Et donc souvent, on va assister à des techniques de propagande, par exemple, par ces groupes-là. Ils vont utiliser, il va y avoir des administrateurs en ligne qui vont mettre des nouvelles, mais c'est toujours à peu près les mêmes nouvelles. Donc une répétition des thèmes, il y a la construction du bouc émissaire avec toujours les mêmes groupes qui sont ciblés. Une rhétorique souvent plus politique. Donc, on a un discours raciste plus élaboré, comme dit Taguieff. Au lieu d'être un discours ordinaire, c'est un discours élaboré, entretenu par des administrateurs qui s'improvisent leaders d'opinion, dans un sens. Et on a une espèce de truc, un processus qu'on appelle le mécanisme de two-step flow of communication, c'est-à-dire une capacité pour les leaders d'opinion de plus influencer, si on veut, la communauté virtuelle sur des pages Facebook, par exemple, ou des plateformes, des sites web, tout ça, où les gens deviennent membres et se répondent mutuellement, puis créent une sorte de sentiment, une communauté d'esprit, si on veut, parfois un rapport affectif entre eux, parce que c'est des gens qui se pensent tous pareils, bon, etc. Et donc, les discours peuvent être un peu plus élaborés et tomber davantage dans la propagande haineuse, et dans le discours haineux et la propagande haineuse qui est balisée par le code criminel et la jurisprudence en matière de droits de la personne. Donc, ça peut déraper plus facilement parce que les gens se sentent protégés ou dans des espaces plus protégés.